Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose que nous commencions pendant que les gens continuent à rentrer dans la salle de conférence. Mon nom est Karine Gentelet, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais, mais aussi directrice scientifique de la collaboration avec la société civile pour l'Obvia. Cette conférence donnée par la professeure de Grave aujourd'hui se fait dans le cadre des activités de la direction de la collaboration avec la société civile. Lorsque nous avons monté la grille d'activité pour la direction, Lynn Nantel et moi-même, avec qui je collabore, qui est donc aussi de l'Obvia, qui est présente sur cette conférence, nous avions identifié le projet mené notamment par la professeure de Grave sur le code numérique. Cette initiative qu'elle va nous présenter aujourd'hui semblait vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une initiative citoyenne qui a amené à un texte de loi ça nous semblait très pertinent dans le cadre des activités que l'on mène ici à l'Obvia au Québec sur comment est-ce que les citoyens peuvent prendre des initiatives pour justement se mobiliser et réfléchir à un avenir et de développement numérique qui soit socialement pertinent et responsable. Voilà. Je vais, avant de passer la parole à la professeure de Grave, qui est professeure de droit à l'université de Namur, je voulais aussi vous dire que elle fera une présentation d'une trentaine de minutes et après ça, vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Alors, il y aura plusieurs façons, soit dans le chat, il y a aussi le question-réponse. Si vous voulez également poser vos questions via le micro, vous aurez la possibilité de lever la main et puis nous pourrons activer votre micro. Comme c'est un webinaire, on ne peut pas activer la caméra par contre, mais au moins vous aurez la possibilité. Vous pouvez inscrire vos questions dans le chat, dans le question-réponse ou attendre après la présentation de la professeure de Grave et poser votre question en direct. Je tiens aussi à remercier l'équipe événementielle de l'Obvia pour leur soutien dans l'organisation de la conférence et le soutien logistique. Voilà, j'aurais fini pour ma part. Professeur de Grave, est-ce que je vous laisse partager votre écran et aller de l'avant avec votre présentation. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui et pour cette présentation-là. Merci. Merci beaucoup, Karine. Merci à l'Obvia pour l'organisation de ce webinaire. Merci tout particulier à Karine Gentelet et à Lynn Nantel pour l'organisation minutieuse de tout ce qui a précédé. Et donc, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous parler du Code du numérique, qui est un projet qui me tient très fort à cœur et j'ai beaucoup de plaisir de partager ça avec vous. Alors, moi, en quelques mots, je suis professeure à temps plein à la faculté de droit de l'université de Namur en Belgique. Donc vous voyez, je vous ai mis une petite carte. Namur est au centre du monde. Alors je suis aussi chercheuse spécialisée dans les questions d'état numérique, de services publics numériques et l'analyse de tous les enjeux de droits humains qui se trament là derrière. Alors depuis quelque temps, je suis chercheuse associée à l'OVIA, ce dont je suis vraiment très heureuse, et je suis membre également de l'Assemblée générale du Comité humain du numérique, et c'est pour cette raison ici que je vais pouvoir partager avec vous un certain nombre d'informations à ce sujet. Alors, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le code du numérique. Vous le voyez à l'écran. Il est rose fluo. Quand il est dans une bibliothèque, on ne peut pas passer à côté. Et le voici donc en direct ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que de votre côté, depuis peu, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site du Code du numérique avec l'adresse l'URL que j'ai mentionnée ici à l'écran. Alors, c'est de ce code dont on va parler qui est, pour faire bref à ce stade, un certain nombre de règles qui ont été écrites par les citoyennes et les citoyens pour les citoyennes et les citoyens. Donc, ça n'est pas une loi au sens formel du terme qui serait déjà validée par un parlement. C'est vraiment un ensemble de règles qui ont vraiment une vertu particulière qui est d'être formulées par les citoyennes et citoyens, de mettre en évidence les préoccupations des uns et des autres au départ d'un projet très collectif qui est mené par le Comité humain du numérique. Alors le Comité humain du numérique, en quelques mots, c'est un rassemblement de citoyennes et de citoyens qui est très solidaire, généreux. Donc en fait, tout le monde est le bienvenu.
Il y a un certain nombre, il y a très peu de balises en fait à ce travail-là, mais les balises qui existent sont importantes. D'abord, en quoi ça consiste? Donc, c'est le code numérique, c'est le fruit d'un débat entre les citoyennes et les citoyens qui est axé sur la numérisation, mais vraiment l'idée qu'il faut limiter le numérique. On est dans une société qui subit le numérique à marche forcée. Alors, ça, il n'est pas du tout question de nier les vertus du numérique qui sont nombreuses, hein. Donc, il n'est pas du tout question de dire qu'il faut revenir au parchemin, au calumet, etc. C'est pas ça. Donc, on reconnaît dans le comité du numérique les vertus du numérique, mais il faut le limiter autant que faire se peut parce qu'il faut bien garder en tête que le numérique est un outil. Comme un sèche-cheveux, comme un vélo, et qu'il doit être utilisé au service des citoyennes et des citoyens. Elles doivent avoir le choix de l'utiliser ou pas. Donc ça, c'est voilà quelques mots du contenu de ce code. Et puis par ailleurs, qui est concerné, qui peut faire partie de ce comité humain du numérique et aujourd'hui des parlements humains dont je vous parlerai par la suite. Tout le monde, sauf ceux qui ont un intérêt économique à la numérisation, ceux qui ont un intérêt politique ou institutionnel à la numérisation. Donc, en clair, l'idée du comité humain du numérique, c'est d'éviter ce qu'on appelle le business du pauvre, hein, c'est-à-dire on se rend bien compte que il y a par exemple des consultants qui viennent s'intéresser à ce qui se passe du côté de la pauvreté et du numérique pour vendre des outils, pour adapter les outils à ces préoccupations-là. Donc, ça n'est pas du tout l'objet du comité humain du numérique. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus de quotas. Donc, il n'y a pas de quotas de scientifiques, de politiques, d'hommes, de femmes, parce que l'idée, c'est de casser cette logique de la dictature du chiffre qui est très présente en numérique. Donc, le comité humain du numérique veut sortir des idées de statistiques, de catégories, etc. Donc, ce sont des balises là qui peuvent permettre d'organiser un travail qui est sain et qui est collectif. Alors, pour vous donner un peu de contexte, ce code, il a déjà fait un petit tour au Canada puisque j'avais été invitée aux rencontres inégalité et intelligence artificielle organisées par la professeure Karine Gentelet avec la complicité de Lynn Nantel et ça a été une rencontre merveilleuse, vraiment, je vous cache pas, ça nourrit vraiment mon travail depuis lors et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'être ici aussi. Et ça avait été l'occasion déjà de partager un certain nombre d'informations sur le code numérique. Et là, il y a une petite photo de moi qui porte le code devant l'Obsia que j'avais tout de suite envoyé au comité humain du numérique, qui était content de voir que ce code traversait l'océan. Et je m'étais liée d'amitié pendant ce séminaire avec une participante qui est venue après à Bruxelles chercher des codes pour les ramener à Montréal. Donc la photo que vous avez à droite, ce sont les codes du numérique à destination du Canada. Alors, ce qu'on va faire plus précisément maintenant, d'abord, on va s'intéresser à la question de savoir c'est qui le comité humain du numérique. Je vous en ai déjà dit quelques mots et je vais les préciser. Et quel est le secret de leur réussite, puisque si on en est à parler ici aujourd'hui de ce projet citoyen belgo-belge, c'est effectivement parce que il intrigue, il attire. Donc, je vous en dirai quelques mots. Le code du numérique, c'est quoi? On va rentrer dedans et je vais vous expliquer un certain nombre de choses et puis je vous dirai vers quoi on va et qu'est-ce que ça peut nourrir pour l'avenir. Alors, le comité humain du numérique, c'est qui? Et c'est quoi leur secret? C'est qui? Eh bien, il y a essentiellement là derrière deux femmes, Savannah De Smet et Adèle Jacot, qui ont été rejointes depuis lors par Alice Néron, qui est la graphiste, parce que vous allez découvrir sur le site du Code du numérique, et ici, si vous l'avez ou si vous l'acquérez d'une manière ou d'une autre, vous verrez aussi sur la version web, il y a un travail graphique remarquable qui a été fait avec beaucoup de photos, beaucoup d'images, qui rend le code en fait très vivant. Et donc Adèle et Savannah, en fait, elles travaillent dans une ASBL qui s'appelle Habitants des images. Donc ASBL, c'est une association sans but lucratif, habitants et habitantes des images, qui consiste en fait à travailler sur des thématiques sociétales et politiques au départ de l'art. Donc il y a tout un travail artistique qui est fait pour provoquer des discussions sociétales. Et en fait, cette ASBL a vraiment été assaillie par les citoyennes et les citoyens pendant la période du Covid autour des questions de numérisation de la société. Beaucoup de personnes qui, donc en fait, elles travaillent dans des quartiers pauvres à Bruxelles, dans la capitale belge. Elles ont été assaillies de questions autour de la numérisation et elles se sont dit, on va travailler là-dessus à fond. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de partager avec tous ensemble sur les questions numériques et ça a mené par la suite au code du numérique. Et alors, en ce qui me concerne, un jour, en fait, Adèle et Savannah m'ont écrit un mail. On ne se connaissait pas. Elles m'ont dit,
On a des questions numériques, des questions juridiques. On travaille sur l'idée d'écrire nous-mêmes des règles de droit. On a un certain nombre de questions à vous poser. On aimerait vous rencontrer et on va vous payer. Et donc ça m'avait tout de suite interpellée parce que s'il y a ici des chercheuses et des chercheurs qui nous écoutent, bah, tout le monde sait bien qu'à l'université, on est quand même fort mobilisé pour donner toujours des conseils gratuits, en particulier aux entreprises. Et donc là, c'était assez étonnant quand même de se dire, tiens, un tout petit groupe de citoyennes et citoyens qui propose de payer. Donc moi, je leur ai répondu, c'est un grand non pour être payé, mais c'est un grand oui pour vous rejoindre. Et franchement, donc voilà, j'ai pris mon sac à dos, je suis allée les rencontrer à Bruxelles et ça a été une de mes plus belles rencontres professionnelles qui continue encore aujourd'hui, une magnifique aventure qui s'est dessinée là. Donc je me suis retrouvée dans cette ASBL, dans des vieux canapés usés, hyper confortables. On a mangé des gaufres, on a parlé du numérique et j'ai trouvé là vraiment dans cette association beaucoup de chaleur humaine. Vous allez le voir ici, beaucoup de solidarité. Et je me suis dit, ben voilà, voilà un projet qui recrée de la solidarité, de la chaleur humaine qu'on perd beaucoup quand on est tout seul derrière notre écran. Alors, à l'époque, en fait, eh ben, elles m'ont mis dans les mains le code que vous voyez là à l'écran en cours d'écriture. Et il y avait un certain nombre de questions juridiques, par exemple, est-ce que tel droit existe déjà? J'y reviendrai, mais un des droits vraiment fondamentaux qui irrigue tout le code, c'est le droit de pouvoir choisir de ne pas utiliser le numérique, le droit au contact humain. Est-ce que tel droit existe? Beaucoup de questions sur comment on fait pour rédiger une règle de droit, comment on fait pour attaquer une règle de droit. Et ce que j'ai vraiment trouvé extraordinaire, c'est que le droit est envisagé par ce collectif comme un outil de protection, un outil de liberté et pas seulement d'interdiction. Donc c'était déjà un très chouette angle. Et puis par ailleurs, j'ai rencontré là et je continue de rencontrer des personnalités qui sont vraiment très attachantes, très interpellantes, très émouvantes, parce que il y a là beaucoup de personnes qui dépendent de l'État pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer, et du fait de la numérisation de l'État, du fait de la numérisation des services publics, ces personnes qui dépendent de l'État rencontrent de plus en plus de difficultés pour accéder à des droits qui sont essentiels à leur survie. Et dans les rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, vous savez, moi, pour moi, un bug numérique, c'est mortifère. Et donc, toutes ces rencontres font qu'en fait, je suis sortie de là avec à la fois une colère au fond du ventre, parce que comme professeur d'université spécialisée en droit numérique, je suis appelée à être dans des cénacles très différents et notamment aussi être dans des cénacles où sont présentes des entreprises, des responsables politiques. Et donc je vois, j'entends les chiffres qui sont mis, l'argent qui est mis dans la mise en place d'outils numériques, c'est astronomique. Et donc il y a quelque chose de schizophrénique à la fois voir d'un côté tout l'argent qui est mis dans la numérisation et à la fois voir les dégâts humains terribles qui sont créés par cette numérisation, qui peut amener à affaiblir des personnes qui sont déjà affaiblies, qui sont déjà en manque d'argent, qui sont déjà aux portes de la pauvreté. Donc effectivement, ça génère une colère, ça génère une envie de se battre, et à la fois, ça génère aussi un énorme enthousiasme, parce que ce sont des rencontres qui en fait donnent un visage à la recherche et donnent vraiment un ancrage sociétal à la recherche universitaire et la fait sortir de sa toison d'or. Moi, je suis une grande convaincue et c'est pour ça que j'avais adoré la rencontre qu'on avait faite à Montréal, une grande convaincue du fait que l'université doit ouvrir ses portes, doit aller sur le terrain et que c'est pas du militantisme de s'engager. Au contraire, le monde va tellement mal pour le moment qu'on ne peut plus se permettre de rester d'avoir une vue surplombante. Il faut se saisir de ces réalités, même si elles déplaisent, il faut être au courant, il faut se battre pour améliorer la situation. Alors, en fait, depuis lors, depuis le début, hein, donc quand ils ont commencé à travailler sur la numérisation vers 2021-2022, ce comité humain et le code numérique ont de plus en plus de succès. C'est vraiment, vraiment magnifique à observer. Donc, ils passent dans la presse, dans les médias. C'est un succès tel qu'il y a énormément de demandes aussi. Le fait que, bon, moi, comme chercheuse, j'ai écrit là-dessus, le comité humain du numérique est venu à l'université, donc ça a fait connaître aussi cette action civile, citoyenne dans les cénacles universitaires.
au point il y a eu tellement de demandes de les rencontrer qu'elles ont dû organiser une conférence de presse, même plusieurs conférences de presse. Donc voilà, je rigolais avec elle l'autre jour en se disant, ben, on attend l'invitation pour les Oscars, puisque manifestement le succès est grandissant. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous donner quelques mots sur ce qui peut être peut-être la recette de leur succès. Donc j'ai, parce que ça ne vient pas d'elle, hein, c'est moi qui est un peu dézoomée en me disant, mais tiens, qu'est-ce qui fait que ça attire tellement? Euh, eh bien, je pense qu'il y a une première vertu, il y a trois grandes vertus, je crois. La première vertu, c'est le fait que ce comité humain du numérique pousse les gens à se parler. Les gens, on quitte la solitude devant l'écran. Quand quelqu'un rencontre une difficulté avec le numérique, il est tout seul devant son écran. Et je pense que chacune et chacun en a déjà ressenti une panique quand ça fonctionne pas, une culpabilité de se dire c'est moi qui suis nul, mon ordi fonctionne pas. Mais là, ça permet aux personnes de se rencontrer et de se dire bah oui, en fait, c'est peut-être pas moi le problème, quoi. Il y a aussi énormément, faut pas l'oublier, énormément d'outils qui sont mal faits et qui posent problème. Donc le fait que les gens se rencontrent, on peut visibiliser les problèmes et se dire, bah oui, c'est peut-être pas juste un problème individuel, quoi, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que ce comité a beaucoup de succès, c'est que au départ, bah voilà, il travaillait avec des personnes en grande vulnérabilité, mais on se rend bien compte que ce qui concerne les personnes vulnérables, tôt ou tard, va concerner tout le monde, et on y est. Je pense que tout le monde a déjà eu envie de manger son ordinateur, a déjà été confronté à un bug numérique, à une erreur 404. Donc ça rassemble un grand nombre de personnes, et donc on sent là au sein du comité humain du numérique, vraiment la force du collectif. C'est une manière de résister au tout numérique de manière collective, via le débat et dans la joie aussi, parce que vous voyez, le code, il est rose fluo, mais l'ambiance est rose fluo. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit que l'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et je pense que c'est vraiment une optique qui est prise par le comité humain du numérique, de faire de l'humour qui est du bon humour et qui permet d'avancer en dédramatisant les choses, même si les sujets sont très lourds. Et je vous ai mis là à l'écran un extrait des témoignages qui se trouvent dans le code, puisque dans le code du numérique, il y a énormément de témoignages, puisque c'est vraiment le point de départ du travail, on y reviendra. Je pense aussi qu'une des vertus du code du numérique et du comité humain du numérique, c'est de visibiliser l'invisible, qui est d'ailleurs un des petits mantras de l'association Les habitants et habitantes des images. En fait, dans le comité humain du numérique, il y a notamment Adèle qui a fait des études d'art. Et donc, il y a plusieurs personnes qui participent à créer en carton des outils numériques, des réalités numériques. Donc là où le numérique invisibilise les réalités, le comité humain du numérique crée des objets en carton qui symbolisent les problèmes du numérique. Donc vous voyez à l'écran un grand GSM, à droite, j'ai pris un extrait d'une des vidéos auxquelles vous avez accès aussi sur le site, qui symbolise, qui concrétise l'agacement qu'on ressent au téléphone quand on entend taper 1, taper 2, taper 3. Et donc, ils ont recréé les touches géantes. Et dans la vidéo, ils tapent dans les touches pour manifester leur ras-le-bol. Et au bas de l'écran, vous avez une photo en fait, du comité humain du numérique, certains membres qui ont rejoint un de mes cours il y a quelques années où on avait travaillé ensemble à rédiger des règles en matière numérique et le comité humain était venu avec certains de ces grands outils en carton, notamment un grand marteau qui symbolisait la sanction de la loi par le roi. Il y a la tête du roi là, donc il y a un étudiant qui était déguisé en roi pour faire le roi, d'autres qui avaient des masques de parlementaires. Enfin voilà, ça permet, avec les étudiants, ça marche évidemment super bien parce que ça permet de concrétiser, de créer des émotions aussi. Ça crée beaucoup de souvenirs. Des années après, quand ils me revoient, ils m'en parlent encore. Donc, ça, c'est vraiment un très chouette travail. Donc, il y a la visibilisation de l'invisible, mais aussi via l'art, mais via aussi les manifestations. Puisque une caractéristique aujourd'hui, vous le remarquez certainement, c'est que les personnes râlent derrière leurs écrans, elles s'inquiètent sur les réseaux sociaux, mais finalement, ce qui a beaucoup de force, c'est la bonne manifestation dans la rue. Et c'est épatant de voir en Belgique qu'en fait, ça fait des années que les géants du net, les fameux GAFAM, siphonnent nos données les plus intimes et personne ne réagit. Et ici, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a
une norme qui est l'équivalent d'une loi qui a imposé la numérisation de tous les services publics dans la capitale, hein, à Bruxelles. Et ça a provoqué pour la première fois la première manifestation contre un phénomène de numérisation. Donc autant on ne s'inquiète pas trop des GAFAM, autant ici, ça a vraiment poussé le public dans la rue. Alors c'était à l'initiative notamment du Comité humain du numérique, mais le Comité humain fait aussi partie d'un énorme réseau d'associations qui se sont toutes mobilisées pour organiser ces manifestations. Associations qui pour le moment d'ailleurs sont menacées par notre gouvernement, puisqu'on a un gouvernement qui est à droite et donc qui s'attaque à tout le secteur qu'on appelle le non-marchand. Mais on voit ici évidemment qu'il y a une énorme vertu à visibiliser ce qui se passe pour faire comprendre à la population qu'il y a des problèmes, que les personnes ne sont pas les seules à ressentir ces problèmes et que ça vaut la peine de se battre et d'enlever les tabous, puisqu'il y a aussi un tabou autour du fait de dire que ça ne va pas. Ben voilà, ça ne va pas pour beaucoup de personnes. Et puis finalement, je pense que aussi un des aspects qui fait que le comité humain est vraiment très prometteur. Je pense qu'il y a une vertu aussi bah, dont on avait parlé à Montréal en 2024, qui est l'alliance entre l'action civile et la recherche scientifique. J'ai vraiment l'impression que le travail, la visibilisation du vécu par les associations, par l'art, par les manifestations, peut être traduit par la recherche scientifique, et ici dans mon cas par la recherche en droit, c'est-à-dire que moi, je m'attelle à regarder ce qu'il se passe sur le terrain via notamment les témoignages, toutes les rencontres auxquelles je participe avec les associations, et j'essaye de traduire ça en droit en levier juridique qui va être audible par un juge. Un peu comme quand on est chez le médecin, on va donner ses symptômes et le médecin va dresser un diagnostic et donner des remèdes. Et donc ici, on a été plusieurs chercheuses et chercheurs à accompagner les associations dans un grand mouvement de rédaction d'une lettre ouverte à la Commission européenne pour obtenir un moratoire de la numérisation de la société. Donc je vous l'ai mis à l'écran, la lettre ouverte est toujours ouverte et peut toujours être signée. L'idée, c'est de faire une pause, c'est vraiment d'insister sur l'urgence de ralentir dans ce phénomène de numérisation pour lancer un débat sociétal sur qu'est-ce qu'on veut en fait, qui veut quoi, qui décide de tout ça. Alors, j'en ai parlé aussi dans un petit livre que c'est l'instant autopromo, l'État numérique et les droits humains, où là, je travaille à partir donc, des constats de terrain en essayant d'identifier quels sont les droits humains qui sont bousculés, parce que ça permet de raccrocher ça à des normes juridiques qu'on va pouvoir invoquer en justice ensuite. Et alors, de manière plus prospective, je travaille en ce moment à la définition d'un nouveau droit fondamental qui est le droit de ne pas utiliser Internet, qu'on peut aussi formuler comme le droit de choisir entre le numérique et le non numérique. Euh, et je plaide pour intégrer ce nouveau droit dans la Constitution, qui est vraiment la reine des normes, hein. Dès qu'un droit est intégré dans la Constitution, absolument tout l'État doit le respecter. Et symboliquement, c'est évidemment très fort. Ça voudrait dire que ce droit rejoindrait le droit à la dignité humaine, le droit à la vie privée, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté d'expression, etc. Et je vous cache pas qu'il y a des personnes qui adorent cette idée, d'autres qui l'aiment beaucoup moins. Et on m'a déjà dit, tiens, c'est quand même surprenant de la part d'une professeure d'université spécialisée en numérique de plaider pour un droit au non numérique. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait cohérent, en fait. Effectivement, ça fait 20 ans, moi, que je travaille en numérique, en droit du numérique, parce que je crois fondamentalement au droit du numérique, mais ça veut dire que je crois au numérique à sa juste place. Je pense que si on veut que le numérique trouve sa place dans la société à long terme, il faut qu'il ne commence pas par exclure quasiment la moitié de la population. Donc le droit au non numérique est le corollaire de la numérisation de la société. Je pense que les deux vont ensemble. Et donc voilà, le débat est ouvert, il n'est pas encore du tout consacré, c'est pas du tout encore devenu un nouveau droit humain, mais je ne désespère pas. En tout cas, je trouve que c'est un très beau sujet qui continue à être nourri par les constats que font au quotidien les associations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce code du numérique? On va passer rapidement sur un certain nombre de règles. Donc, en fait, quand vous prenez le code, la couverture du code est la table des matières, mais vous, voilà, on ne le voit peut-être pas très clair, mais vous l'avez en ligne si vous téléchargez le code. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les citoyennes et les citoyens se sont mis à discuter ensemble un certain nombre de constats et Adèle et Savannah, qui pilotent le comité humain, ont identifié deux grands sujets qu'elles ont soumis
aux participants, de dire, ben, on va travailler sur les services essentiels et les droits fondamentaux. Ça, c'est vraiment le premier chapitre. C'est à ce moment-là que je les ai rencontrés. Et puis après, on a ouvert un nouveau chapitre sur la santé numérique. Et il y a en tout 8 grands chapitres, donc 4 grands chapitres chaque fois, et en tout une trentaine de règles dans ce code. Alors, ce que moi je trouve remarquable, c'est qu'en fait, ça a été une démarche au départ naïve, c'est-à-dire que ce ne sont pas des juristes qui ont travaillé, et je pense justement que c'est là la force, c'est-à-dire que ce sont toutes des règles qui touchent à des aspects de bon sens, des constats que nous faisons toutes et tous au quotidien, et qui sont formulées de manière très compréhensible pour les uns et les autres. Et donc, je vous donne un exemple de structure. Le premier article, et j'ai pris celui-là parce que c'est un article très fort qui en fait irrigue tout le code et qui se retrouve, en fait, il revient dans le code par différents aspects. La question de l'accompagnement humain, du droit au non numérique. Donc, il y a d'abord l'article et puis on détaille l'article en un certain nombre de questions au départ de témoignages. Donc ça, c'est très fort aussi, c'est qu'il y a à chaque fois d'abord tout un nombre de témoignages qui ont été repris et qui concernent cette thématique-là, et puis la proposition d'une nouvelle disposition, ici sur l'accompagnement humain dans les services publics, mais on le retrouve aussi dans le deuxième chapitre sur la santé par rapport au lien avec les médecins notamment. Et je trouve qu'il y a un aspect aussi, en relisant encore ce code, en préparant le webinaire, je me dis, mais il y a vraiment un aspect visionnaire dans ce code. Regardez ceci, donc, sur l'utilisation des outils numériques qui devraient pouvoir être interdits aux enfants. De nouveau, un certain nombre de témoignages, et là-dessus, on avait organisé un parlement humain, de nouveau spécifiquement dédié à la santé. Et il y avait eu beaucoup de parents qui avaient témoigné de leurs préoccupations par rapport à l'addiction des enfants sur les réseaux sociaux, leur fascination pour les smartphones. Et regardez, une des propositions déjà il y a plusieurs années, c'est d'interdire les smartphones au moins de 10 ans. Ben, c'est pile, je ne sais pas où vous en êtes au Canada par rapport à ça, mais c'est pile ce dont on discute ici beaucoup en Europe pour le moment, en Belgique, en France, l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ça vient d'être interdit en Australie aussi depuis janvier, donc c'est une thématique hyper actuelle. Et donc on sent qu'en partant du terrain, on peut quand même bien sentir des préoccupations qui sont de bon sens a priori, mais qui en fait sont tout à fait percutantes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant pour l'avenir? Eh bien, il y a 2 nouveaux chapitres qui s'ouvrent et c'est vraiment de l'actu chaude, hein. C'est tout tout nouveau. Donc, le comité humain du numérique a décidé de continuer la rédaction du code en ouvrant 2 nouveaux chapitres qui seront consacrés à la numérisation du travail et la numérisation de l'école. Et donc, en préparant ce webinaire, j'en ai parlé avec Adèle, Savannah et Alice, qui m'ont dit de ne pas hésiter à vous faire part de ces 2 nouvelles thématiques et de ne pas hésiter non plus, si cela vous intéresse, si vous avez des témoignages, si vous voulez échanger là-dessus, vous pouvez les contacter. Et donc, je vous ai mis l'adresse mail du comité humain, si vous voulez partager un certain nombre de choses ou être tenu au courant de la suite. Alors, ce que le comité humain initie aussi maintenant, ce sont des parlements humains, c'est-à-dire que ce sont des occasions de se parler, de se rencontrer et de travailler à la définition de règles. Et à nouveau, sur le site web, il y a un guide pratique, hein, un mode d'emploi sur comment faire votre parlement humain, où ben, les membres du parlement qui ont contribué à la rédaction du code expliquent un peu les recettes du succès, comment vous pouvez faire pour animer correctement une réunion de ce type, hein. Donc ça commence par mettre à plat les témoignages, partager autour d'un certain nombre de thématiques et puis se lancer dans la rédaction d'une règle de droit, notamment le fait d'inclure, c'est un petit truc dont on avait parlé avec le comité, quand on veut rédiger une règle de droit, c'est intéressant de tout de suite mettre la raison d'être de la règle, hein, la fameuse ratio legis de la loi, pour bien expliquer quel est l'objectif qu'on veut atteindre, quel est le souci qu'il y a là derrière, puis les grandes étapes à suivre pour animer la réunion. Et les parlements humains, ça fonctionne bien, c'est pas difficile à mettre en place. Il y en a qui apparaissent dans certaines villes, il y en a qui apparaissent avec les étudiants. Moi-même, je l'ai testé avec un autre groupe d'étudiants l'année passée. Donc, en fait, j'avais invité le comité humain du numérique à venir présenter son travail et puis on avait suivi ça d'un parlement humain avec les étudiants, dans lequel moi, je donnais de l'information juridique sur l'actualité au niveau des normes et de la jurisprudence. Et puis après, il y avait un certain nombre de questions posées par le comité humain du numérique et des étudiants que j'avais formés à l'avance. Et on a fait des équipes mixtes entre comité humain et étudiants. Alors,
on se demandait un peu comment ça allait se passer parce que c'est pas du tout les mêmes générations de personnes et ils viennent pas forcément des mêmes milieux sociaux. Et en fait, ça a super bien marché. Il y a une espèce de magie qui s'est créée par la rencontre, par les échanges autour de ce numérique. Alors que là, on est avec c'est des étudiants de 19-20 ans, fans de numérique, tous avec un smartphone, qui ont été hyper sensibilisés aux réalités de terrain. Et donc, ça a donné quelque chose de vraiment très chouette, très beau. Alors, au niveau juridique maintenant, un petit peu de plomberie juridique. En fait, avec tout ce mouvement auquel le comité humain a participé, de réflexion autour des limites à mettre à la numérisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu tout un phénomène de manifestation initié par beaucoup d'associations et qui visait donc à contester une norme qui s'appelle une ordonnance, mais c'est l'équivalent d'une loi pour la région bruxelloise, qui consistait à dire ben maintenant 100% des services administratifs vont être numérisés. Mais en lisant le texte, on voyait bien qu'il n'y avait pas de garantie suffisante que le contact humain serait maintenu. Donc le milieu associatif s'inquiétait très fort de voir disparaître les guichets humain, le service téléphonique et le service postal. Et donc 17 associations ont attaqué cette norme devant la Cour constitutionnelle. Il y a eu une audience à la Cour, ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi j'y étais, voilà la photo du jour J de l'audience. Et l'arrêt est tombé le 25 septembre 2025 et donne raison aux associations. C'est-à-dire que la Cour dit non, ok, il y a la numérisation, mais vous devez maintenir les trois alternatives et les trois alternatives à la fois. Donc c'est le guichet physique et le service postal et le service téléphonique. Maintenant, tout le défi va être de voir comment ça se passe effectivement, hein. Est-ce qu'on ne se contente pas d'ouvrir un guichet et on met un robot derrière? Voilà ce à quoi le milieu associatif est très attentif pour le moment. Et puis finalement, et j'en terminerai par là, toute cette réflexion aboutit aujourd'hui, et c'est vraiment de nouveau de l'actu tout à fait chaude parce que on s'est rassemblés il y a 2 semaines à Saint-Gilles à l'initiative d'une autre association très active dans le domaine, l'association Lire et Écrire. L'idée est de créer maintenant un observatoire critique du numérique qui a donc des points communs en fait avec l'OBIA, mais qui là va vraiment rassembler le milieu associatif et peut-être aussi des représentants d'entreprises, de l'administration, certainement aussi des chercheurs universitaires. Je réfléchis aussi, moi, à impliquer mes étudiants dans ce processus, qui sera à la fois une visibilisation de la situation, une analyse des normes qui s'appliquent, les points d'attention à avoir, donc vraiment une collaboration très large. Et donc, on est en train de mettre ça en place maintenant euh, pour la suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Vraiment, professeur de Grave, c'était très intéressant. Peut-être on peut arrêter le partage d'écran Ouais. pour se voir un peu plus. Donc j'inviterai les participants à mettre leurs questions dans le question-réponse dans le chat. En fait, c'est vraiment extrêmement intéressant votre présentation. Vous n'avez pas idée à quel point ça résonne avec ce qui se passe actuellement au Québec en termes à la fois d'automatisation des services, mais également de mobilisation de la société civile. Ce qu'on voit aussi, et c'est ce qui nous intéressait quand on en avait parlé en octobre 2024, quand vous étiez venu, c'est aussi les grands traits communs qu'il y a entre la société québécoise et la société belge, notamment au niveau du dynamisme de la société civile et de la capacité de mobilisation citoyenne. Ça, c'était vraiment super intéressant. J'aurais peut-être, en attendant qu'il y ait des questions, j'essaie de voir dans le chat. J'aurais deux questions pour vous. La première, c'était, bon, on parle d'une intense mobilisation citoyenne. Ça, c'est vraiment intéressant de voir à quel point aussi la mobilisation citoyenne peut aller loin dans le développement de lois. Et d'ailleurs, je voulais juste dire, j'ai toujours le code avec moi. Allez-y. C'était quoi les enjeux, selon vous, que vous avez vus en termes de mobilisation des citoyens? Ici, on va parler beaucoup, par exemple, d'éducation au numérique, de littératie numérique, qui des fois ont tendance un peu à réduire les, euh, les enjeux à juste comprendre la technologie, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus. Donc, c'est quoi les enjeux? Et ma deuxième question, c'était, est-ce que vous avez vu un avant et un après? Parce que dans la présentation, puis c'est ce qu'on a vu aussi au Québec, on a vu une prise de conscience
après la pandémie ou durant la pandémie sur les technologies d'IA, notamment sur l'automatisation, mais il y a eu un avant et un après ChatGPT en termes de sensibilisation et de mobilisation. Est-ce que vous avez vu ça aussi en Belgique? Est-ce qu'il y a eu une différence, un avant et un après ChatGPT? Donc voilà, c'était mes deux questions. Mais donc je vais rebondir d'abord sur celle-là. C'était la différence se fait à quel niveau? Des personnes qui sont plus convaincues ou Plus convaincus, plus concernés, plus éduqués ou qui ont pris conscience d'un certain nombre d'enjeux qui n'étaient pas forcément visibles avant ou d'impact sur des personnes, où tout d'un coup on comprend à quel point la technologie est présente dans la vie quotidienne et quel impact est-ce qu'elle peut avoir. C'est Oui. notamment ce qu'on a Ok. vu et aussi une volonté d'être plus mobilisé. Alors oui, je pense qu'il y a donc ChatGPT a concrétisé le fait notamment que des emplois allaient être supprimés, ça très clair, très clairement. On parle maintenant d'IA, mais il y a quand même une attention particulière à ne pas réduire l'enjeu à l'IA, parce qu'en fait, chez nous, c'est depuis les années 90 que la numérisation se fait au niveau de l'État. Les associations voient vraiment ce qu'il en est en termes de difficulté d'accès à un humain pour leur rendre service, hein, avec la question de savoir est-ce qu'il y a encore un service au public. Mais il y a un enjeu qui consiste aussi à les sensibiliser à ce qui se passe dans les coulisses de l'administration. Et là, moi, j'ai travaillé, j'avais été donné une formation dans une autre association pour se rendre compte à la fois que cette automatisation dans les coulisses leur est bénéfique, parce qu'il y a des droits dont ils bénéficient automatiquement sans devoir les mobiliser, mais est aussi dangereuse en termes notamment de discrimination algorithmique. On doit comprendre ce qu'il se passe. Et donc, on ne doit pas réduire l'enjeu aujourd'hui à l'IA qui va remplacer les emplois. Donc, je pense que l'arrivée de ChatGPT montre qu'il y a évidemment une présence massive des technologies dans la société, mais ça ne doit absolument pas invisibiliser le reste du numérique qui pose problème aussi. Donc ça, c'est un enjeu de sensibilisation, de formation. Et avant cela, bah, sur les enjeux, ce qui fait réagir la société civile, c'est qu'on a beaucoup parlé d'accompagnement vers le numérique. Donc le discours politique est de dire, mais vous allez y arriver. Donc un discours très culpabilisant, en disant, si vous n'êtes pas content, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les outils, vous ne les avez pas, ou vous n'êtes pas capable. Et ça, moi, ça me rend dingue parce que il faut arrêter de dire que ces outils sont super bien faits. C'est aussi des outils parfois très mal faits, des interfaces qui changent tout le temps, des mises à jour tout le temps, des mots de passe différents, etc. Et donc, d'accord, il faut travailler sur l'accompagnement vers le numérique, mais ça se fait via ce qu'on appelle chez nous des établissements publics numériques qui dépendent de financements publics qui sont de moins en moins nombreux. Or, il y a de plus en plus de numérisation, donc il y a une demande plus forte que l'offre. Donc c'est pas une voie d'avenir, les établissements publics numériques, c'est censé être transitoire, mais on voit bien que... Et par ailleurs, il y a des démarches qui ne pourront jamais se faire en numérique. On constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations particulières qui ne rentrent pas dans les cases au sens propre des sites web. Donc, sur un site web, les démarches sont standardisées. Il y a des personnes qui ne rentrent pas dans ces cases-là et qui doivent pouvoir parler à un humain. Et là, c'est vraiment un combat de pouvoir maintenir un choix humain qui n'a rien à voir avec la question des compétences, en fait. C'est ça. Et je trouve que le terme humain est extrêmement présent. Il était présent dans votre présentation et il est aussi omniprésent quand on parle aux gens, justement, pas juste conserver l'humain dans la loupe, mais le contact humain. Il y avait deux questions de Émilie Michaud. Je vais vous je vais vous les présenter en même temps. C'était est-ce que des politiques ont participé au Parlement humain à titre individuel et est-ce que ça a créé un conflit d'intérêts? Et aussi, au-delà des initiatives présentées, quelles sont les attentes des participants quant aux suites du code? Ah Donc oui. sur les parlements humains et puis sur les Donc, attentes. ben, alors, au niveau des politiques, ils ont invité à l'époque le ministre du numérique qui est venu, et d'ailleurs il y a des photos du ministre du numérique qui est écrit dans le code, un témoignage, mais qui est venu en tant que ministre. Le discours politique de ce que moi je perçois, c'est oui, oui, bien sûr, c'est terrible, il faut se battre. Au moment où il a fallu voter, donc on a suivi les travaux parlementaires en ligne quand il a fallu voter cette fameuse ordonnance qui a été attaquée par la suite. Ceux qui avaient dit oui, oui, on vous soutient, ont voté quand même pour l'ordonnance parce qu'il y a une partie crassie très importante.
On voit des politiques après qui posent sur les réseaux sociaux avec des personnes en situation de vulnérabilité ou dans des établissements publics numériques. Donc il y a une récupération quand même Pour le moment, je trouve que les politiques ne se mouillent pas beaucoup parce que c'est un sujet. Je sais pas très bien comment ils se positionnent pour le moment. Il y a un malaise. En tout cas, là, ils ont gagné à la Cour constitutionnelle qui dit il faut les trois alternatives. Maintenant, donc en Belgique, je vais vous épargner les détails, mais on a un petit pays, mais avec plein de problèmes institutionnels parce qu'on a une lasagne institutionnelle avec des niveaux de pouvoir différents. À Bruxelles, ils ont gagné. Au niveau fédéral qui recouvre l'ensemble de la Belgique, la même question se repose. Donc, c'est toujours des jeux de petits mots. Donc, c'est guichet. Donc, il faut être attentif puisque le diable se cache dans les détails. Le projet de loi sur la table pour le moment, c'est service postal, service téléphonique ou guichet humain. Mais non, c'est pas ou, c'est et. Donc, le combat recommence. Donc, on a l'impression quand même que le message ne passe pas très bien. Donc, si ce ou passe, ça veut dire que les trois alternatives sont pas garanties. Et j'ai déjà entendu de la part du milieu associatif qu'alors ils vont réattaquer à la Cour constitutionnelle. Donc, on perd quand même un peu du temps là. Donc, la position des politiques est étrange. Mais en tout cas, pour répondre à la question, il y a eu un politique qui est venu à l'invitation du comité humain en tant que politique, mais pas encore de politique qui participe, en tout cas à ma connaissance, à titre individuel comme citoyenne ou citoyen. Les attentes du comité, ben, il y a beaucoup d'attentes de ce que je vois, d'abord de comprendre ce qui se passe, cette vertu de mise en commun des constats, de se dire, OK, on n'est pas seul. Ça continue quand même vraiment à être très, très important, pouvoir rassembler autour de ces questions-là. Et alors, il y a beaucoup d'attentes sur le plan juridique, de comprendre est-ce qu'on a des droits, est-ce qu'on peut les mobiliser, qu'est-ce qu'on fait. Et d'ailleurs, le jour de l'audience à la Cour constite, c'était très impressionnant. Il y avait beaucoup de personnes du milieu associatif qui découvraient là la justice, en fait. Mais c'est très impressionnant, ça paraît très froid, distant. Il y a beaucoup d'attentes sur ce plan-là. Et franchement, quand on parcourt le code, on voit que l'obsession, c'est le droit au non numérique, quoi. Le fait de garder un humain, pas seulement dans la boucle des décisions, mais avec qui on peut parler, à qui on peut aller soumettre son cas quand il est, a fortiori, quand il est particulier et difficile. Merci Avec beaucoup. Outils, je vais Oui. compléter, il y a un épuisement aussi des gens avec ce do it yourself, le fait de devoir faire tout soi-même maintenant, hein. Donc toutes les démarches numériques doivent être faites par soi-même. Donc même si on y arrive soi-même, moi, personnellement, je sature complètement. On est toute la journée devant des écrans, et ben, le soir, on doit encore refaire soi-même toutes les démarches, alors que parfois, ça va tellement plus vite d'aller à un guichet, justement. Et donc, c'est comme si la personne derrière le guichet disait, bah, asseyez-vous à ma place et débrouillez-vous. Ce sont des gens qui sont formés à ça. Le citoyen n'est pas formé à ça. Les outils, en tout cas en Belgique, ne sont pas du tout faits pour le citoyen. Ils sont faits selon la logique ou souvent l'absence de logique de l'administration. Et donc, plus personne ne s'y retrouve, quoi. Il y a un épuisement aussi à ce niveau-là. Donc là, il y a un travail à faire sur les outils. Donc ça, c'est aussi dans les perspectives de travailler avec des informaticiens sur comment on fait des outils accessibles, quoi, pour ceux qui veulent s'y mettre même. Alors, ça tombe bien parce que justement, on a une question sur justement les liens entre les développeurs, développeuses et comment est-ce qu'on peut les sensibiliser à cette question. Je dois dire aussi que la question est précédée de commentaires élogieux envers votre présentation. Juste pour les participants, je vois qu'il y a des questions qui sont plus juridiques. Je vais en sélectionner certaines. Je voulais juste vous le dire. Donc, Ok. ne soyez pas frustrés, je ne les prends pas une à la fois, mais je les sélectionne. Donc, par rapport justement aux liens et aux contacts qui sont faits sur des formations en informatique et la Donc, sensibilisation des développeurs. il y a dans le comité humain et dans le futur observatoire critique du numérique des informaticiens publics qui travaillent à la mise en place de ces outils et qui éclairent sur ce qui est faisable. Il y a aussi, je vois passer dans d'autres associations des formations qui sont faites avec des développeurs pour comprendre ce qu'est, bah, il y en a une la semaine prochaine sur ce qu'est l'IA, comment ça fonctionne. Et donc, effectivement, c'est très large et je pense que ça, c'est une des voies aussi qu'on doit renforcer, c'est le contact avec les techniciens. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les développeurs sont des méchants loups qui veulent travailler à exclure le public. Il y en a qui ne demandent que ça, à faire du numérique inclusif, du numérique qui fonctionne et à garder du contact humain. Donc, c'est un dialogue qui doit s'organiser là aussi. Mais c'est vraiment le comité humain, c'est vraiment parti d'un tout petit groupe dans un quartier pauvre de Bruxelles. Et moi, je pense que j'étais la première chercheuse à les rencontrer.
Et donc, maintenant, tout notre défi, c'est de créer des ponts entre la recherche universitaire et le milieu, la société civile. Mais je constate qu'il y a quand même une... Donc le fait d'en parler, le fait de créer ce type d'événement, fait qu'il y a une espèce de label universitaire qui se crée, ok, c'est validé par l'UNIF, mais je vois qu'il y a quand même souvent une appréhension de la part des chercheurs de se dire est-ce qu'on va aller jusqu'à aller là, etc. Puis en fait, tout le monde en ressent un plaisir, un intérêt vraiment incroyable quand il y touche, mais c'est vraiment un pont à créer. Je pense qu'il y a un changement de culture peut-être organisé au niveau de la recherche universitaire. Et quand le pont se fait, ça fonctionne bien et les échanges sont très très riches, quoi. Non, tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire à l'Obvia Exactement. depuis plusieurs années. Mais Ouais. c'est un travail de longue haleine et qui demande beaucoup d'investissement en temps humain, on va dire. J'ai une autre question parce que vous parliez notamment du fait qu'à un moment donné, justement, le collectif, le comité humain du numérique a commencé à se poser des questions sur comment ça se fait qu'on utilise quoi, etc. Et il y a une question justement notamment d'Alexandra Bouchard qui disait la transformation numérique au Québec est très opaque. Est-ce que vous, avec le collectif et dans vos recherches, vous avez constaté la même chose? Alors moi, dans mes recherches, très fort parce que, donc moi, initialement, je travaille là, tout ce dont je viens vous parler, c'est le contact entre le citoyen et les services publics. Donc c'est ce qu'on appelle le front office, c'est ce qui se passe devant le guichet. Quand on imagine un guichet d'une administration, c'est ce qui se passe devant. Mais initialement, à l'origine, moi, quand j'ai commencé à travailler en numérique, j'ai fait ma thèse de doctorat en protection des données, en e-gouvernement version back-office. Donc, j'ai commencé par travailler sur les bases de données de l'État qui sont apparues chez nous dans les années 90, enfin 90, comme on dit en France. Et là, j'ai éprouvé énormément de difficultés à trouver l'information. Donc, à la fois c'était passionnant de se dire j'ouvre un nouveau chemin de recherche, mais j'étais vraiment très seule dessus. Ça a été très difficile d'avoir l'info, au point que donc moi j'ai dû lire et lire des documents de notre autorité de protection des données pour me rendre compte qu'il y avait un outil qui s'appelle Oasis, qui est le nom de la boisson. Je ne sais pas si vous avez ça au Canada, une boisson. Je me suis dit, mais Oasis, ils se shootent Oasis. Donc j'ai pris contact avec l'administration. OASIS veut dire Organisation antifraude des services d'inspection sociale. Et je dis, mais moi je veux savoir ce qui se passe. C'était un outil qui fonctionnait déjà sur la base d'algorithmes. J'ai demandé quelles étaient les données, quels étaient les algorithmes, qui avait fait les algorithmes, combien ça coûtait, etc. On me disait non, 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 on ne peut pas vous donner, on protège l'intérêt économique de l'État, on ne peut rien vous donner. Et un soir, à mon bureau à la fac, j'ai reçu un coup de fil de deux agents de l'administration de sécurité sociale qui m'ont dit on est deux ici, on a vu votre acharnement à essayer d'avoir de l'information, on va vous aider, mais vous devez nous jurer que jamais vous ne donnerez notre nom dans vos recherches. Et là, j'ai ressenti comme ça une espèce d'excitation en me disant, waouh, pour la première fois de ma vie, je suis une James Bond girl. C'est James Bond, on va lancer l'enquête. Donc il y a un côté hyper excitant à se dire, on va faire de l'enquête, et un côté très inquiétant de se dire, comme chercheuse universitaire, à propos d'un outil public financé par de l'argent public, on va devoir mener une enquête, quoi. Et ça a été vraiment de l'enquête. Du coup, après, quand on s'est mis à parler de tous ces outils au moment du Covid, les journalistes étaient tout contents parce que j'avais fait moi-même les investigations. Et depuis lors, j'ai continué parce que je n'ai jamais réussi à mettre la main sur ces algorithmes. Et donc, j'ai continué en faisant, donc alors en mobilisant les leviers juridiques de transparence administrative. En Belgique, la transparence administrative est un droit fondamental. Il y a toute une législation qui concrétise le fait qu'on peut demander à la commission d'accès aux documents administratifs d'avoir la copie. Et donc, j'ai enclenché la première demande de copie d'un algorithme public, du secteur public, en demandant la carte d'identité de l'algorithme, qui l'a fait, comment il s'appelle, combien il a coûté, quelles sont les données. Ils m'ont dit non, de nouveau, mais officiellement non, du coup. Et donc, j'ai fait un recours à cette commission qui m'a donné raison et qui a dit l'administration ne peut pas d'emblée dire non, elle doit justifier pourquoi, et elle ne peut en tout cas pas dire non sur l'entièreté de l'algorithme. En farfouillant par ailleurs moi-même un peu partout, j'avais découvert que cet algorithme avait coûté plusieurs millions d'euros, que l'outil lui-même algorithmique qui cible la fraude coûte 1 million d'euros par semaine, je pense un truc de dingue, sans résultat, parce que j'ai demandé s'ils avaient évalué les résultats, ben, ils sont même pas sûrs que ça fonctionne vraiment. Donc il y a une opacité terrible là-dessus qui est loin d'être terminée.
D'où l'importance d'attaquer en justice ce qui s'est fait aux Pays-Bas avec l'affaire Syrie, ce qui s'est fait en Australie avec l'affaire Robodebt, se fait maintenant en France avec la CAF. Mais c'est difficile d'attaquer. D'abord, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher, et il faut trouver des personnes qui sont victimes de ça pour pouvoir avoir un intérêt à agir. Et ça, c'est pas facile non plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces outils sans en être conscients, en fait. Donc, ça, c'est un enjeu énorme qui se joue dans tous les États pour le moment, et là, il faut s'y mettre tous ensemble, je pense. Merci. Je vais prendre deux autres questions. Alors, je vais prendre celle de Kamian Dagui, pardon. Alors, en fait, c'est une question qui est intéressante parce que souvent, il y a une remise en cause de ces initiatives citoyennes sur quant à la représentativité et la légitimité de ces actions citoyennes. Alors, la question, c'est qui sont réellement les citoyens, et la personne l'a mis entre guillemets, capables de contribuer à l'écriture des règles numériques? Est-ce que c'est tout le monde ou une minorité techniquement qualifiée? J'imagine que ça, c'est des questionnements ou des commentaires auxquels vous avez déjà fait face. Et la deuxième question, c'est justement la remise en cause par rapport aux institutions représentatives de ces initiatives citoyennes, donc la légitimité. Et la question, c'est jusqu'où peut-on aller dans la co-construction citoyenne sans entrer en conflit avec les institutions représentatives? Oui. Alors, en fait, effectivement, la représentativité, c'est souvent, je constate un réflexe, notamment du côté des sociologues, où les sociologues travaillent avec vraiment des exigences importantes en termes de méthodologie, en termes d'échantillons, etc. Ici, ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, donc c'est vraiment une initiative. Moi, je dirais au départ, je pense que quand ça s'est créé, c'était vraiment assez naïf, c'est-à-dire qu'ils ont eu des demandes et des demandes et des demandes de gens autour de cette question du numérique. Ils se sont mis à discuter et certains se sont dit, bah tiens, le droit pourrait nous aider. C'est comme ça qu'alors ils m'ont appelé et que je suis entrée dans le groupe pour travailler là-dessus. Mais moi, j'ai été franchement, à titre personnel, épatée des questions qui sont remontées, de la pertinence des questions. Franchement, je trouve que ça appelle à la modestie, parce que parfois à l'université, on a tendance à penser qu'on a la science infuse, mais franchement, là, des questions hyper pertinentes. Et je trouve que parfois les questions naïves sont les questions les plus difficiles. C'est ça aussi toute la passion qu'on peut ressentir dans l'enseignement quand les étudiants posent des questions. Mais là, c'est vraiment ça que j'ai ressenti aussi. Parce que des questions hyper pertinentes, parce que basées sur de vécu, vraiment. Quelqu'un qui n'arrive plus à avoir son allocation de chômage parce qu'il y a un bug numérique, bah, c'est très concret. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il n'y a pas, je vous le disais, il n'y a pas de quota et c'est pas du tout l'intention du comité de faire quelque chose de très propre avec X femmes, X hommes, représentation scientifique, représentation politique. Et je pense que c'est intéressant d'assister à ce dynamisme-là, c'est-à-dire que c'est hyper généreux, hyper accueillant, tout le monde est vraiment le bienvenu. Moi, ce qui m'épate aussi, c'est l'absence d'ego, ce qui n'existe plus en fait dans la société, encore moins sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ne parlent pas en jeu qui parlent en nous et personne n'essaye de se mettre en avant. C'est très très impressionnant à observer, ça fait du bien, vraiment, c'est une source de vitamines. Et donc la question de la légitimité, je pense qu'elle vient d'elle-même, c'est que il n'y a pas un organisme qui valide ça comme étant légitime, mais c'est le fait qu'il y ait ce nombre de plus en plus grand et les liens maintenant que ce comité parvient à créer, tout le réseau associatif autour aussi, parce que eux ont fait cette initiative-là, mais il y a des tas de choses intéressantes qui se font par ailleurs qui font que quand on va là, on constate qu'il y a un nombre énorme de personnes. Mais il faut savoir qu'en Belgique, quasiment un Belge sur deux est en difficulté avec le numérique, y compris chez les jeunes, hein, donc les jeunes sont les champions. Donc il y a eu des études qui ont été menées notamment par la Fondation Roi Baudouin qui fournit un baromètre chaque année. Les 16-23 ans sont les champions des stories sur Instagram, mais ils ne peuvent pas mettre un CV en ligne, remplir un formulaire en ligne, c'est hyper compliqué pour eux. Donc il faut aussi sortir des stéréotypes qu'on nous vend depuis des années. Donc je pense que la légitimité, elle vient de cette force du nombre, de sa visibilité, du fait que c'est percutant. Il y a beaucoup de gens à qui ça parle comme initiative. Et donc en fait, plus le nombre est grand, plus ça intéresse les responsables politiques, surtout à l'approche des élections. C'est là qu'on s'y intéresse et qu'on va un peu voir ce qui se passe. Et je pense que la force va continuer de faire vivre ce dynamisme-là, quoi. Et d'en parler, je pense, maintenant, moi, je crois très fort aussi au fait que si scientifiquement on traduit ça dans des arguments juridiques, c'est très fort aussi. Si on parvient à créer de la jurisprudence, c'est très fort aussi. Et tout ça va contribuer à légitimer cette dynamique-là. Mais c'est aussi un combat à mener à l'université, c'est-à-dire que d'être légitime dans cette démarche-là, c'est pas évident du tout, parce qu'à l'université, il y a quand même un discours qui continue
à dire qu'on doit être performant et qu'il vaut mieux produire 15 articles dans des grosses revues que d'aller se mouiller dans une action engagée. Ça, Maintenant, je trouve que ça commence à faire débat dans les universités. Mais c'est clair que le modèle actuel ne plaide pas encore pour ce type d'action, ce type d'engagement, ce type de recherche, quoi. Or, je pense que l'avenir de l'université se joue là aussi. On ne peut pas continuer à faire des recherches que beaucoup de gens considèrent comme inutiles ou désancrées, en tout cas, et que ce dialogue est fondamental aussi pour la survie des universités. Non, tout à fait. Puis en plus, la mission de l'université aussi est de produire des recherches, des connaissances qui soient libres, qui soient scientifiquement prouvées. Et c'est ce qu'on essaye notamment, ben, je trouvais ça intéressant, l'observatoire critique, mais c'est ce qu'on essaye de faire à l'Obvia, de Ah, oui, fournir de oui. l'information qui soit véridique. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la semaine prochaine, on a un autre webinaire sur un logiciel qui a été déployé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Québec, qui est le UNIR. Et donc, il y a justement une des personnes qui vous a posé les questions, Alexandra Bouchard, qui est avocate et chercheur aussi, et qui a travaillé sur ce logiciel-là, justement pour présenter de l'information qui soit on va dire, scientifiquement normé sur ce qui est déployé. C'est aussi une des missions de l'université. Je vais Ouais, terminer ouais. par une autre question que je trouve vraiment très intéressante de Bouraïma Tao, qui est comment mettre en place des antennes du comité humain dans d'autres pays? Et est-ce qu'il faut l'autorisation express du comité humain du numérique de la Belgique? Très bonne question. Donc d'abord, si ça vous intéresse, c'est vraiment super. C'est une bonne nouvelle. Donc il faut aller sur le site, hein. Donc dans les ressources, il y a le guide pratique sur comment faire un parlement humain où c'est expliqué étape par étape. Je trouve qu'il y a aussi, vous verrez dans le code, un grand effort de vulgarisation scientifique, de parler de manière compréhensible, ce qui fait du bien aussi parce que quand on est à l'université, je trouve qu'on est enfermé dans un jargon de spécialistes. Et c'est vraiment intéressant de voir comment on parle aux citoyennes et aux citoyens et comment on peut traduire nos propres jargons dans du langage accessible. Donc, on apprend beaucoup à ce niveau-là aussi. Donc, en fait, c'est des rassemblements. Faut créer l'occasion. Louer une salle, rassembler des gens et puis venez, on parle et on prend un petit verre ensemble et chacun se livre sur son vécu avec le numérique et il y a une espèce de magie qui se crée. Alors, il faut être attentif que ça part dans tous les sens au départ. Et puis à un moment, il faut que quelqu'un recentre la discussion sur un thème qui semble irriguer la discussion de manière générale. Et franchement, on peut s'inspirer des thèmes qui se trouvent déjà dans le code du numérique. Et il y a aussi là des trucs et astuces sur comment on définit une règle de droit, mais de dire quel est le droit qu'on souhaite voir protégé et quelle est la raison pour laquelle on souhaite le voir protégé est déjà un super bon départ. J'insiste sur le fait que dans le code, c'est vraiment des règles qui sont restées formulées par les citoyennes et citoyens. Moi, je ne suis pas du tout intervenue, c'était volontaire, je n'ai pas du tout réécrit ça en langage de juriste, dans l'idée, on s'est posé la question, hein, si on en faisait un projet de loi, une proposition de loi, on ne s'est pas lancé là-dedans, donc on est vraiment resté dans l'idée d'une démocratie active, vraiment un outil par les citoyens pour les citoyens, justement pour ne pas entrer dans cet aspect jargon. Mais par contre, devoir expliquer que c'était possible de passer à des règles de droit sans qu'on doive tomber dans une technique, ben, il a fallu l'expliquer. Et pour inciter à la confiance là-dedans, et une fois que les gens sont confiants et voient que c'est faisable, en fait, c'est magnifique, le résultat est super. Alors, il ne faut pas l'autorisation, mais par contre, si vous utilisez les documents, tout ça est expliqué aussi, bah, il faut citer les documents. Et si vous en créez, c'est toujours sympa de nous tenir au courant, soit moi, soit le comité. C'est chouette. Franchement, si on sait que d'autres parlements humains se font dans d'autres pays, c'est hyper encourageant. Et on peut nous-mêmes diffuser l'info et en parler. Et ça, moi, en tout cas, comme chercheuse, ça m'intéresse aussi très fort de savoir dans quelle mesure, comment ça fonctionne ailleurs. Et donc, n'hésitez pas, franchement, moi, je serais ravie d'avoir des nouvelles là-dessus aussi. Parfait, merci. En fait, j'inviterai les personnes notamment à pour lesquelles je n'ai pas posé la question, peut-être de vous contacter. C'était des questions qui étaient Oui, plus que je jugeais plus techniques en droit, mais de vous contacter, ok, professeur de avec Grave, plaisir. peut-être pour échanger avec vous. Donc, Oui, écoutez, sincèrement, je vous remercie. C'était vraiment super intéressant. merci. J'ai beaucoup apprécié quand vous avez parlé de ce code-là en 2024 et là encore plus, je vous dis, ça fait énormément d'écho avec ce qu'on vit actuellement au Québec, dans plusieurs services publics, dans la mobilisation aussi de la Mm. société civile, mobilisation citoyenne. On voit vraiment les gens sont très, très impliqués. Donc, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour votre temps. Merci aux Merci à vous. personnes
de nous avoir rejoints un vendredi midi. Merci encore à Aline pour l'organisation et à l'équipe de l'Obvia. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et nous vous attendons la semaine prochaine, vendredi, même heure, pour parler du logiciel Unir avec Alexandra Bouchard. Donc voilà, merci beaucoup, au revoir.